On a fait le ramadan. On a fait jouer le tam-tam de la CRTV. Que la France était en train de venir remettre un rapport à Paul Biya par rapport aux assassinats perpétrés au Cameroun. Or, Paul Biya lui-même était là. Et le rapport lui a été remis. Et il ne l'offre pas au peuple camerounais. Alors que ça devrait être immédiatement. Mais puisque ces faucons sont concernés, puisque lui-même est concerné, alors on prend le rapport, on le met dans les tiroirs. Et quand on parle de faucons, on constate que les assassinats ne se sont pas arrêtés donc en 71 ou en 72. Mais que ça continue. Et ça continue encore. Puisque justement, la guerre qui a été créée au Nozo, où il y a des exécutions extrajudiciaires, cette guerre risque de plonger le Cameroun. Les faucons, cependant, risquent d'être pris dans leur propre piège. Biya a oublié ce qui a fait tomber Mobutu. Mobutu avait des faucons. Mais lorsque la rébellion est arrivée, Mobutu est tombé. Aujourd'hui encore, c'est le M23, une rébellion, née justement là-bas à Goma, dans l'est du Congo, qui est en train de faire trembler Tshisekedi. Goma a été pris par des rebelles. Et surtout dans cette affaire, il faut constater que les rebelles sont soutenus par le Rwanda, donc par Paul Kagame. Les rebelles, au départ, qu'est-ce que les autorités disaient? On va les vaincre. Mais avec le temps, les rebelles se sont bien organisés. Et aussi avec d'autres puissances occidentales, eh bien, il y a eu un appui. Et oui, bien sûr, Paul Kagame se disant, je peux quand même aller exploiter les matières premières qui sont là-bas. C'est la même chose qui se passe au Cameroun. Et ce qui est grave, c'est que les rebelles rwandais et même l'armée rwandaise est en République centrafricaine. C'est Touadéra lui-même qui les a recrutés. Et la République centrafricaine est juste à côté de nous, à côté du Cameroun. Là, les rebelles commencent déjà à tourner. Et le Cameroun a beaucoup de matières premières dans cette zone-là, qui a été abandonnée par le régime en place. L'autre cas, ce sera, et là il faut pointer, c'est Bakassi. L'année dernière, on a commencé à revoir des mouvements là-bas. Et on a commencé à voir une instabilité. Le Nigeria est en train de vouloir aussi revendiquer la presqu'île de Bakassi, qui a beaucoup de richesses et que le Cameroun avait gagné à la Cour internationale de justice, même si on ne veut pas reconnaître que Maurice Kamto a été la clé de ce succès. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Goma risque de se passer au Cameroun.
Parce que justement, le Nigeria qui est une grande puissance, non seulement il y a les Amazoniens qui sont là, mais aussi à côté, le Nigeria lui-même héberge aussi des sécessionnistes qui vont donc s'unir, qui sont en train de s'unir. On pourra se retrouver avec des rebelles prochainement à Bakassi. Puisque aujourd'hui, l'armée camerounaise est sur plusieurs fronts. Et que le Cameroun est un paradis de richesse qui suscite des intérêts. Mais à qui la faute? C'est à Paul Biya. Et c'est Faucon. C'est eux qui sont partis créer la guerre. Ils sont partis créer la guerre dans les deux régions du Nozo, en disant qu'ils allaient gagner immédiatement les Amazoniens. Mais aujourd'hui, quel est le bilan de ce conflit où on disait que le BIR, en 48 heures, allait exterminer justement ces Amazoniens? Non. Les Amazoniens plutôt remarquent et observent ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont plutôt encouragés maintenant par la rébellion qui est en train de dire même qu'elle risque de marcher jusqu'à Kinshasa pour déloger Tshisekedi. Et autre chose, il y a l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donald Trump ne va donc pas accorder de répit à Paul Biya. Et il ne va non plus accepter, tout comme le Royaume-Uni, les massacres qui se font là-bas. À partir de là, lorsqu'on voit tous les intérêts que le Nigeria a aussi là-bas, le Nigeria, malgré l'arrêt qui a été rendu, continue à grapper, à grapper. Mais les médias camerounais n'en parlent pas. Plus grave encore, d'autres manifestations se succèdent maintenant dans le Nozo. L'une des dernières d'ailleurs, c'était à Bamenda, où le RDPC a voulu encore aller créer, veut toujours aller créer des provocations. Ces provocations vont quitter de là-bas et lorsqu'ils seront beaucoup plus armés, d'autant plus que le Cameroun n'a plus de capacité financière pour financer la guerre. Et d'autant plus que les mercenaires ont toujours des financements. Les rebelles à gauche, les mercenaires à droite, le Cameroun est encerclé. Nous sommes donc en danger. Ah, quand nous disons nous, c'est d'abord ce régime de Faucon qui est en danger. Vous vous souvenez d'ailleurs que Maurice Kamto s'était rendu à Etoudi pour déjà alerter le régime Biya sur ce qui était en train de se préparer, justement vers ce côté-là, à Bakassi. Mais le régime a plutôt préféré le jeter à la vindicte populaire comme s'il était parti demander un poste ministériel. On s'est moqué de lui. Alors qu'il avait anticipé. Il avait dit non, il ne faudrait pas que cette histoire reprenne comme ça. Il faut que le régime aille investir là-bas. Il faut des routes là-bas. Il faut des services administratifs là-bas. Il faut également aussi mettre une frontière. Et il faut stabiliser. Il faut mettre des effectifs conséquents là-bas. Ils ont préféré plutôt demander qu'aller plutôt combattre les Amazoniens. Ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver en RDC, risque donc de nous arriver.
On a vu une guerre civile au Tchad qui a tellement duré avec des rebelles. Ça, ce sont nos voisins. On a vu une guerre en République centrafricaine qui n'est toujours pas terminée. Et on voit maintenant ce qui est en train de se passer. Cette guerre, nous sommes toujours là pour avertir. Parce que ceux qui ont provoqué la guerre, et qui souvent ont bénéficié pour détourner de l'argent, au détriment même des gens qui sont au front. On a vu comment est-ce que l'armée congolaise a été immédiatement neutralisée. Ils se sont rendus. Parce que ce sont les supérieurs qui profitaient de la guerre. La guerre, ceux qui la font là, ils n'aiment pas le pays. La guerre, quand vous la faites, vous ne la gagnez pas tout de suite. Parce que même si les puissances étrangères interviennent, on va vous dire zone tampon. Ces zones tampons-là, on te dit, tu ne dois pas franchir ici. On dit à l'autre, tu ne dois pas franchir ici. Mais au milieu, la zone tampon est souvent la zone où il y a beaucoup de richesses. Pendant ce temps, les mercenaires, les puissances étrangères les exploitent. Voilà donc l'héritage que va nous laisser Paul Biya avec son régime de mercenaires. Voilà donc là où nous conduit Paul Biya, vers une guerre qui sera intenable. Écoutons le prof Pondé. Déjà, regardez ce qui s'est... Capitale régionale du Nord-Ouest, ce jeudi matin. Policiers et civils sont face à face. La police disperse les manifestants en coups de gaz lacrymogène, mais elle ne lâche pas prise. Sur le coup, la ville s'enflamme. Le commissariat du 3e arrondissement est incendié. Le bâtiment disparaît sous les flammes. À l'origine, une manifestation du RDPC prévue dans la ville et devant se tenir ici. Les stands sont restés vides, les chaises sans occupants. Et dans la foulée, une militante échappe de justesse à la couleur de la foule. Exi Babamenda, ce jeudi au Cameroun. La grille de lecture par rapport à la guerre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre, comme l'aide internationale, sont des outils de contrôle. Il faut bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici? Ça, c'est professeur Pondé. Avant la moitié du 19e siècle. Personne. Dans un pays comme le Cameroun, avant le 4 mars 1916, personne ne parlait ni le français ni l'anglais. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes francophone et vous êtes anglophone, il faut avoir des antagonismes. Pourquoi? Ce sont les mêmes tribus de part et d'autre. Et quand on discutait de ça à Berlin, qui de nous était là-bas? Parmi vos aïeux, vos grands-parents, ils étaient là-bas à Berlin? Non. C'est entre eux qui se sont séparés et appropriés illégalement la terre d'Afrique et le sol d'Afrique. Je répète, illégalement. Et aujourd'hui, on doit se battre. Pour quelle raison? La seule raison, c'est pour créer, en fait, la diversion et l'utilisatoire pour que continue le pillage. C'est tout. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons jouer ce jeu morbide et funeste qui sera toujours entretenu.
et que nous devons nous-mêmes arrêter. Parce que nous avons compris les ficelles de ce jeu, nous avons décidé d'arrêter. Un point, un trait. C'est tout. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit pour arrêter de s'entretuer quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Être des enfants indéfiniment? Non. Non et non. Donc je dis que quand vous dites qui va le faire, mais c'est vous. Qui d'autre? Ce n'est pas les Martiens qui vont descendre pour arrêter les guerres ici. C'est bien nous. Qui est-ce qui vend les armes? En Afrique, il n'y a que 2 pays qui produisent très très peu d'armes. L'Égypte et l'Afrique du Sud. 98% des armes qui circulent en Afrique viennent des pays qui ne sont pas africains. Je m'en vais vous donner des statistiques. 80% des armes qui circulent dans le monde entier. En Afrique, il y a 500 millions d'armes dites de petit calibre. 500 millions, 1,5 milliard. Je dis 80% des armes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui proviennent, non, ont la nationalité, soyons clairs, ont la nationalité des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? C'est-à-dire, ceux qui nous parlent de paix, la seule chose à laquelle on est en droit de s'attendre, c'est une résolution portant interdiction de produire des armes. Pas de les utiliser, mais de les produire. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que le commerce des armes est le premier commerce au monde. Mais pour qu'on continue à produire des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'on crée des animosités, des antagonismes. Et il faut qu'on trouve des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Où sont-ils? En Afrique d'abord. L'autre est différent de toi. Bats-toi contre lui et tue-le. Mais qui vous achetez les armes où? On ne les produit pas. On achète chez eux. Si vous voulez faire une ferme de 100 hectares, vous n'allez trouver aucun argent. Mais si vous voulez acheter des armes, où on va mettre à votre disposition, sous 48 heures, un protocole de prêt financier pour achat d'armes. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Si vous voulez faire de l'agriculture ou de l'industrie productive, vous ne trouverez pas d'achat, vous ne trouverez pas d'accompagnement financier, comme vous disiez tout à l'heure, accompagnement financier ou un appui financier. Mais si vous voulez acheter des armes, il y a plein de structures qui sont prêtes à vous en donner sous 48 heures. Parce que l'industrie des armes doit continuer à prospérer, à fonctionner par tous les moyens. Nous devons donc dire en tant qu'Africains que nous avons compris ce dont il s'agit et qu'à partir d'aujourd'hui, nous refusons de continuer dans ce piège. Voilà de quoi il s'agit. Et quand nous l'aurons fait, nous allons... On est le surplus au Nigeria. Mais le gouvernement camerounais estime que ce n'est pas sa priorité et va faire autre chose. Donc nous devons non seulement réformer l'État, mais nous devons aller le plus loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme, pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement le pays, les problèmes du pays en termes de développement économique. Et pourtant, vous avez servi pendant 7 ans cette institution, ce régime. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de partir, avant de... Écoutez maintenant... Au sein du gouvernement camerounais, pour ceux qui suivent de près les affaires de notre pays, j'avais, en dehors de mes fonctions en tant que ministre délégué, parce qu'il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué, et d'ailleurs, mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires, et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, par mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté, enfin, en tout cas soutenu et défendu.
Voilà. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal, du code pénal. Et cela ne vous empêchait pas de voir la situation générale du pays et d'être alarmé parce que vous étiez de toutes les façons au service d'un gouvernement. On est au service d'un État. Le gouvernement lui-même est au service d'un État. Et moi, j'étais au service de l'État du Cameroun. Et je vous ai parlé de mes fonctions en tant que ministre délégué, j'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétences. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays, de laisser un dossier aussi important, juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arraché par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 vous créez le MRC? Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement vous avez des problèmes où on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Ouad, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Ouad, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes qu'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez vos désaccords et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Maurice Kamto. C'est donc une véritable trahison. Veuillez m'excuser.
Maurice Kamto Désolée, parle donc je- de trahison trahie par le régime Biya. Pendant que d'autres disent plutôt que c'est lui qui est le problème. Mais si surtout, si j'ai laissé passer cet élément, c'est parce que je parlais aussi de la guerre de Bakassi, dont on ne parle pas aujourd'hui. Parce que le régime a abandonné cette partie pour laquelle Maurice Kamto s'est battu et pour laquelle il devrait être considéré comme un héros de la nation. Non. On a préféré plutôt confier l'administration territoriale à un bandit, à Tanganyika. Un bandit qui détruit le pays. Un bandit qui détruit la démocratie. Un bandit qui n'a en tout et pour tout qu'une seule envie. Mettre l'incendie partout. Un bandit qui est à l'origine d'ailleurs, il faut se le dire, de la guerre d'Ambazonie. Mesdames et messieurs, lorsqu'on le dit ainsi, Atangandji est dangereux. Une interview vient d'être accordée, ou plutôt une révélation vient d'être faite par le communicateur de ce qu'on appelle les ADF, c'est-à-dire que Ambazonian Defense Force. Dans cette interview, qui est faite par un certain Capo Daniel, il nous rappelle, il nous révèle que, c'est vrai que moi je le savais déjà, je le disais, je le dénonçais, que les Ambazoniens sont ravitaillés en armes par les hauts gradés de l'armée camerounaise. Qui l'eût imaginé? Les Ambazoniens sont ravitaillés. On se souvient qu'on a arrêté l'un des patrons de la branche ADF. D'ailleurs, il est actuellement, je crois, à Kondengi depuis septembre. Ayabacho Lucas. Ayabacho Lucas a traité avec non seulement Atangandji, mais des hauts gradés de l'armée camerounaise. Ils ont donc créé plusieurs autres formes d'ambazoniens. On achète les armes et les mêmes armes sont revendues. On achète les armes pour l'armée et les mêmes armes, les mêmes munitions sont revendues aux ambazoniens. Voilà ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Et dans cette économie de la guerre, comment est-ce qu'on va organiser une élection? Dans le Nozo. C'est là-bas, la région d'Atangandji. Il est originaire de là-bas. Comment on va organiser l'élection? Vous allez entendre que le RDPC a eu là-bas 99,99%. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, personne ne peut aller contrôler le bureau de vote. Donc, ils laissent la guerre prospérer parce qu'ils savent que c'est eux seuls qui vont toujours faire le bourrage des urnes. Ils vont vous dire qu'ils ont gagné dans une zone en guerre, dans une zone où ils vendent des armes, dans une zone où ils ont créé l'instabilité, là où ils ont allumé le feu. Et ceux qui vont d'ailleurs vous dire que tel ne mérite pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Le travail d'Atangandji a déjà commencé, à savoir éliminer les candidats qui peuvent lui faire peur, créer la torpeur et surtout essayer de diviser l'opposition tout en sachant que
sa mission est de mettre d'abord celui qui est parti sauver Bakassi, Maurice Kamto, de le mettre encore une fois peut-être à Konengi, ou bien même d'organiser encore un sabotage contre lui et surtout d'empêcher qu'il aille aux élections, le poursuivant en justice pour peut-être même financement de terrorisme, puisque c'est ça maintenant qu'ils utilisent comme expression.